Après, il faut savoir bien les griller, mais pas trop, qu'ils soient juste caramélisés. On les pèle? On les pèle pas. On peut les peler, hein. Normalement. Quand nous les avons invités pour les besoins du reportage, Séverine Chédel et Olivier Girardin n'ont pas hésité à partager un cervelas grillé sur le feu. Pour moi, le cervelas, c'est des moments de partage, hein, déjà de le griller au coin du feu, en bonne compagnie, de le faire aussi en famille. Avec des amis, après avoir fait une marche. Donc vraiment ce côté très convivial et social. Est-ce qu'il faut remettre? Comment vous l'aimez? Alors, je l'aime bien grillé, au feu. C'est clair, au feu, au bout d'un bois, c'est parfait, quoi. Plutôt grillé que cuit, et bien grillé, qui s'ouvre pour qu'il soit assez croustillant. Au niveau du patrimoine culinaire suisse, on a à peu près 400 produits qui sont inscrits. Ces produits sont ancrés dans les régions et puis une des particularités du cervelas, on ne peut pas le lier à un canton. On le trouve sur l'ensemble de la Suisse. C'est le produit national, qu'elle soit saucisse nationale, c'est pas un hasard aussi si c'est, je pense, le produit phare aussi du 1er août. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de 1er août, on n'a pas des cervelas grillés, quoi. Donc effectivement, on le trouve partout, quoi. Et allez, comme ça. Président du patrimoine culinaire suisse, Olivier Girardin est bien placé pour connaître l'histoire du cervelas. Il y a 3 critères pour entrer au patrimoine culinaire suisse. Un critère, c'est l'ancienneté. Il faut au moins que le produit ait plus de 40 ans, donc il a été transmis au cours d'une génération. Alors le cervelas, les sources remontent au XVIe siècle, donc ce critère de l'ancienneté, il est bien rempli. Et puis ensuite, comme autre critère, il faut qu'il soit toujours consommé. Donc le cervelas, il est toujours consommé. Et puis il faut qu'il ait une importance aussi pour le pays. Justement, on parle de patrimoine, donc il faut qu'il représente quelque chose pour le patrimoine culinaire suisse, quoi. La cuisson est parfaite. Parfaite. Ouais. Il faut qu'on les partage quand même parce que ce pas les mêmes, hein. Oui. Souvent le cervelas, c'est la fierté aussi du boucher parce que c'est aussi la recette, hein, c'est un mélange d'épices aussi. Et puis le boucher peut vraiment mettre sa touche dans la fabrication du produit. Donc là, on va trouver ces nuances justement, je pense, d'un boucher à l'autre, peut-être plutôt que d'une région à l'autre. Un boucher passionné et fier de son travail, nous l'avons trouvé à Ayen, au cœur du Val d'Airain. Jean-Paul Graff, le cervelas, ça le connaît. Pour faire du cervelas, de quoi avez-vous besoin? Du savoir-faire, mais surtout, pour un bon cervelas, il faut commencer par mettre de la viande. Et ça, c'est la partie principale. Si vous mettez des substrats d'abattoir, comme beaucoup de grandes industriels font, c'est-à-dire des viandes qui ont été passées décoineuses et tout, et puis qu'ils utilisent cette viande-là pour en faire du cervelas, on va arriver à une texture normale, on va arriver à une image que le cervelas sera à peu près pareil, sauf qu'à la fin, le goût, c'est pas ça, quoi. Dans mon cervelas, moi je travaille avec la race d'Airain, donc ça c'est du cou de vache de la race d'Airain. On a de l'épaule de porc ou du quasi, on a du lard de dos et de la couenne moulue. Ça c'est indispensable pour faire, disons, mon cervelas artisanal, quoi. Les morceaux de viande et le gras vont être passés au blitz, haché menu par Carlos, l'apprenti de 2e année. Essentiellement du bœuf, on est à 30% de bœuf, 10% de porc, on a 15% de couenne et 15% de lard de dos et puis 20% d'eau et de glace. Ça, c'est dans les quantités. La glace, c'est pourquoi? La glace, c'est justement pour maintenir des températures basses pendant le blitzage, parce qu'il va se passer que les couteaux tournant à 4800 tours minute, vous allez échauffer cette viande, et on ne veut pas qu'on ait un échauffement de cette pâte. Il faut qu'elle reste très basse. Alors on ajoute de la glace au lieu de l'eau pour tenir les températures assez basses. Les épices, c'est assez traditionnel. On est dans le standard du cervelas suisse. Ici, on a du sel, du girofle, de la muscade, du poivre, la coriandre, de l'oignon et de l'ail. Ça, c'est un peu le b.a-ba du cervelas en Suisse, quoi. Pendant que le blitz travaille la pâte à viande, en forêt, le plaisir de la dégustation se lit sur les visages. Avec moutarde ou mayonnaise, sans abuser sur la saucisse. Comme la plupart des saucisses, les cervelas, c'est gras.
C'est un léger rapport en protéines, mais c'est beaucoup moins riche en protéines qu'une autre viande. Autrement dit, pas très recommandé? Alors pas très recommandé ou avec une fréquence de consommation limitée. Comme la plupart des viandes grasses, on essaye d'avoir 1 maigre par jour par exemple, donc de ne pas cumuler peut-être avec une autre préparation grasse. On se rend compte que par exemple la teneur en sel, qui est assez importante dans les charcuteries, notamment dans le cervelas, c'est déjà environ 1/4 à 1/5 de la tolérance en sel de notre alimentation. Et puis au niveau des graisses, c'est vrai que c'est un apport en graisse qui est quand même assez important, qui peut couvrir entre 1/5 et 1/3 des graisses selon les besoins nutritionnels d'un homme ou d'une femme. Les versions végétariennes ou véganes du cervelas ont aussi des vertus conviviales, mais diététiquement, ce n'est pas vraiment une alternative. C'est pas forcément mieux, ces produits végétariens ne sont pas forcément mieux quand on regarde la teneur en additifs, la teneur en sel, etc. Et puis souvent la composition nutritionnelle n'est pas idéale non plus par rapport aux protéines, par rapport aux graisses. Donc après c'est vraiment des choix personnels, mais le côté végétarien n'assure en tout cas pas que ça soit plus sain ou que ça soit plus intéressant au niveau nutritionnel. Notre rapport à la viande a fait l'objet d'une exposition à la Bibliothèque nationale ce printemps. Comment, pourquoi consommer de la viande ou pas? C'est une question que pose aussi le cervelas. Le cervelas qui, avant le XXe siècle, était un produit de luxe à base de porc. Le porc était rare, les épices étaient rares, le cervelas restait donc réservé aux familles riches. Mais la recette a évolué et le cervelas est devenu beaucoup plus accessible et bien plus populaire. Il est certain que de nombreuses raisons différentes ont contribué au succès du cervelas. D'une part, il était disponible à un bon prix. En allemand, on parle de Proletenfilet, l'entrecôte du prolétaire, ce qui montre bien qu'il est abordable. Cela a certainement contribué à sa popularité et très vite à son utilisation dans des contextes festifs. Dans l'expo de la bibliothèque, le cervelas a joué le rôle de saucisse nationale. Les saucisses, c'est un thème intéressant quand on parle de viande, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. On l'oublie peut-être quand on consomme ces viandes. La saucisse a aussi toujours inspiré les artistes et les écrivains. Peut-être que la saucisse représente une transformation. Elle rend attirant quelque chose qui ne l'est pas. C'est probablement aussi vrai pour les cervelas. Le public a pu apprendre que les Suisses ont consommé 9 555 000 kilos de cervelas en 2019. Quand bien même les visiteurs affirment en majorité préférer une saucisse grillée bio plutôt qu'un cervelas bon marché. En 2007, la Suisse a frôlé le drame quand la crise de la vache folle a conduit à l'interdiction d'importation des boyaux de zébu du Brésil. Une task force fédérale avait même été mise sur pied, provoquant de larges débats au Parlement, comme dans la presse. Le coût marketing était extraordinaire. Il s'agissait de mettre les cervelas en exergue et de montrer « Hey, ce produit est en danger ». En même temps, il s'agissait aussi de trouver des solutions parce que ces manques de boyaux de bœuf, c'est très concret. Cette crise a montré que le cervelas est un produit international, un produit issu d'une production globalisée. Il y a eu quelques recherches, on a essayé de faire des boyaux avec de la cellulose de bois, des boyaux artificiels, mais ça n'a rien à voir en fait dans le goût et dans l'image de cervelas qu'on veut se redonner. Actuellement, on a de nouveau des boyaux du Brésil, on en a principalement d'Europe, des pays de l'Est, et puis il n'y a aucun souci, quoi. À la sortie du Blitz, la pâte à viande du cervelas doit maintenant devenir une saucisse. C'est justement là qu'intervient ce fameux boyau. Et c'est l'embossage, on met cette pâte dans un poussoir, on sort au mètre la pâte.
Là, c'est un petit peu de dextérité. Il faut que le boyau soit pas trop tendu, mais quand même suffisamment. Quand on va clipser, autrement, si c'est trop tendu, le cervelas va casser. Si c'est pas assez tendu, le cervelas, il aura de l'air dedans. Moi, j'aime bien des boyaux qui ont un peu de gras dessus parce qu'ils seront plus solides. Parce qu'ils ont trop passé à la machine et trop dégraissé, c'est un boyau qui aura tendance à casser. Et puis actuellement, ça coûte cher quand même. Un paquet de boyaux pour 10 kilos, c'est 20 francs, quoi. Le cervelas a pris sa forme, il va passer à la rubéfaction et au fumage. La rubéfaction, c'est le rougissement. C'est là que nos nitrites commencent à travailler. Et puis, c'est à ce moment-là que la transformation de cette viande, c'est à ce moment-là qu'on va avoir cette belle couleur rose, quoi. Et puis, il chauffe jamais plus que 60 degrés. On va, entre 45 minutes et 1 heure, le laisser vraiment prendre. Ce qu'on veut, c'est que ça soit subtil. On veut enrober ce boyau de fumée, mais pas le cervelas. C'est du copeaux, principalement de l'épicéa, avec un petit mélange de foillard et de mélèze. Où ça devient intéressant, c'est d'utiliser des sciures différentes, des épicéas différents, et puis comme ça, vous avez des goûts différents. Et là, c'est là qu'on sort du lot, quoi. Puis c'est la maîtrise de chaque jour. Quand on fume un truc, c'est jamais la même chose, parce que 365 jours de l'année, il y a du vent, de la pluie, du fun, du froid, du chaud. Ça veut dire qu'il vous faudra toujours régler votre fumoir en fonction de ça. La dernière étape, c'est la cuisson. Nous, on les cuit pas mal, on les sort à 70 degrés à cœur. Ça nous donne une très longue conservation. À plus de 3 semaines, il n'y a aucun souci, quoi. Les cervelas de Jean-Paul Graff sont plus dodus que les cervelas industriels. Notre boucher les calibre à 40-42 mm plutôt que 36-38 pour obtenir un cervelas de 140 à 150 grammes plutôt que 100. Ça me différencie un petit peu aussi que quand on voit un cervelas industriel ou le mien qui est 2 fois plus gros, tiens, ça c'est de l'artisanat, quoi. Et avec nous sur ce plateau, François Janet, bonsoir. Bonsoir Linda. Alors, on vient de voir votre reportage. Je vous propose de répondre encore à 4 questions express sur le cervelas. Volontiers. La première, évidemment, est-ce qu'il y a de la cervelle dans le cervelas? Alors c'est vrai qu'à l'origine, c'est une charcuterie qui est faite de viande et de cervelle, ce que lui aurait donné son nom. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on trouve des traces dans la littérature, la mention de cervelas depuis le XVe siècle. Même Rabelais, dans la vie de Gargantua, 1552, parle de cervelas. Mais dans les recettes, la présence de cervelle est assez rare. On a posé la question à Jean-Paul Graff, il dit « mais je ne verrais pas vraiment l'intérêt ». Ce qui est sûr, c'est que la cervelle est interdite depuis 1990. L'Office fédéral de la santé publique a interdit l'adjonction de cervelle de bœuf au moment de la crise de la vache folle de l'encéphalite spongiforme. Alors, des origines très lointaines, mais à quel moment est-ce que le cervelas a pris son ampleur d'aliment national? Il semble que ce soit l'exposition universelle de Paris en 1900, parce que le chalet suisse présentait des produits traditionnels suisses, du chocolat, du gruyère, le cervelas. Les premiers blitz commençaient à mettre au point. On pouvait fabriquer cette pâte de viande hachée vraiment menue, donc 1900 à l'Expo universelle. Troisième question absolument fondamentale, est-ce qu'on le mange avec ou sans la peau? Alors moi, je l'ai appris un peu à mes dépens parce que des fois, je n'enlevais pas toujours la peau. Quand il est cru, on enlève la peau, mais c'est quand même recommandé, même quand on va le griller, d'enlever la peau sur la flamme, sur le feu, il rôtit beaucoup mieux. Et puis dernière question, le cervelas végétal, est-ce que ça existe? Non, l'appellation est interdite depuis une directive qui date d'il y a à peu près 1 année. On ne peut pas tromper avec des mots de viande quand il n'y en a pas. Toutes les préparations de boucherie ne peuvent pas s'adapter à des produits végétariens, etc. On ne peut pas parler de poulet végétarien, de cervelas végétarien, de filet de bœuf végétarien. En revanche, les termes génériques, une saucisse végétarienne, éventuellement un burger, ça c'est possible. Merci beaucoup François, à très bientôt. À bientôt. Évidemment, dans cette histoire, ce qui nous intéresse le plus, c'est le goût. ABE a réuni 5 spécialistes de la saucisse dans une ambiance barbecue. Objectif, goûter à l'aveugle, juger et classer une dizaine de cervelas présents sur le marché roman. Un classement qui nous a beaucoup surpris. Notre grill, nous l'avons installé au bord du lac, au Petit Robinson de Colombier, sur la commune de Millevignes.
Nous recevions Françoise Presselwenger, restauratrice, chef de cuisine, patronne du Silex à Hauterive. Le cervelas, c'est des souvenirs d'enfance, c'est les pique-niques, c'est le côté pratique parce qu'on peut le prendre avec. Et puis s'il se met à pleuvoir, on ne fait pas de feu, on mange comme ça. Et s'il ne pleut pas, on fait un feu et on le grille. Fabienne Margot, qui gère une boucherie à Neuchâtel. C'est la famille, c'est l'enfance, c'est quelque chose de magique. Gabriel Tingly, journaliste et chef de production chez Hotellerie Gastronomie Zeitung. Justin Chanon, enseignant à l'école professionnelle de Montreux. Et Joseph Ziziadis, cofondateur et directeur de la Semaine du Goût. Cervelas, c'est ce qui fait le lien confédéral. Finalement, c'est la saucisse qu'on prend dès le plus jeune âge, les pique-niques, les colos. Voilà, c'est un peu une saucisse passe-partout. Nous avons proposé 10 cervelas de 8 points de vente différents, 6 dans la grande distribution et 2 boucheries artisanales. Moi, je le préfère cru. Pourquoi ? J'aime beaucoup la salade de cervelas avec un peu de fromage d'emmental et beaucoup de légumes, céleri en branche et puis une pomme coupée en petits dés. Nos spécialistes ont dégusté les cervelas crus et grillés. Ils devaient évaluer les aspects visuels, les arômes, la texture et bien sûr les saveurs et goûts des cervelas. Cette note, liée au goût, valait pour moitié dans la note finale. Des notes échelonnées entre 1, très mauvais, 6, moyen et 10, très bon. Notre panel de dégustatrices et dégustateurs a donné un résultat globalement moyen. Ça ne m'a pas étonné. C'est quand même une saucisse qui est à la base très standardisée, où il y a quand même peu d'artisans qui décident de s'investir pour en faire quelque chose d'assez différent de ce qu'on trouve dans l'agro-industrie. Visuellement, il se ressemblait pas mal, mais au niveau du goût, il y avait ce goût de graisse résiduelle qui devrait pas être dans un cervelas. On commence avec les résultats jugés médiocres. Le cervelas Alpina de Aldi termine 10e avec 5,1 points. Quand il est arrivé dans l'assiette, déjà il était tout droit, la cuisson n'avait pas fait s'ouvrir. L'intérieur, on voyait des petits morceaux de couenne de gras, c'était un peu grossier. Une dégustation un peu fade, grassouillette et qui fait pas plaisir. Un peu mieux, les cervelas de la boucherie Loretan à Courtepin. Et les pièces intitulées 70% de gras en moins à 15,50 francs le kilo à la Coop. Le cervelas de Coop n'a pas convaincu Gabriel Tingly. Très compact, il était très fumé, note très fumée, en même temps un peu acidulé, et il était très très épicé et surtout très salé. En revanche, le cervelas de Loretan, un champion des concours professionnels, a bien plu à Joseph Ziziadis. Le plus poivré. Je ne sais pas s'il y avait un peu de paprika. Moi, je suis quelqu'un qui aime énormément les produits avec beaucoup de goût, où le poivre est quand même assez prédominant. Là, il y avait enfin une petite note poivrée qui faisait plaisir. Au 7e rang, la boucherie Lima à Prévernorea, un établissement aussi habitué aux médailles des concours professionnels, 5,9 points. Parce qu'il avait un goût de fumée très prononcé, artificiel. Dès que je l'ai pris en bouche, ça ne m'a pas du tout plu. Dans les notes moyennes, égalité avec 6 points entre les cervelas M classiques à 11,75 francs le kilo et les cervelas Belle de Manor, 11 francs le kilo. Avis divers chez nos témoins, Justin Chanon a apprécié le M classique. J'ai trouvé agréable en bouche, avec justement ces notes coriandre muscade qui étaient régulières. Au niveau de la texture du cervelas, c'était quelque chose qui y avait du croquant, donc aussi un joli critère. Moins élogieuse, Françoise Presselwenger à propos des cervelas Belle de chez Manor. Pour moi, il y avait trop de girofle, muscade, c'était un petit peu trop prenant et surtout il était très compact et un peu sec. 4e, le cervelat, orthographe allemande de Lidl avec 6,2 points. Au niveau des épices, il y avait un fort goût de coriandre pour ma part. Et c'est une épice que je trouve qui était un peu dérangeante
car la quantité était un peu trop élevée, assez huileux. On avait un petit peu de perte de fermeté, justement, qui est un critère de qualité justement d'un cervelas. La version grillée avait des belles notes de torréfaction. Et je trouvais qu'il était très croquant et aussi assez chuiteux en bouche. Les cervelas bio de Migros, les plus chers du lot à 19,75 € le kilo, prennent la 3e place avec 6,3 points et des avis très contrastés. Beaucoup de viande, peu de graisse et il était très équilibré dans l'assaisonnement. Il avait un aspect avec une belle couleur gold qu'on attend d'un cervelas. Il n'avait pas de bulles d'air à l'intérieur, donc c'est vraiment un signe de qualité. Et puis vraiment, c'est le seul de toute la liste pour moi qui était croquant quand on le mâche. Goût de plastique, presque immangeable, très métallique, aucune épice. Normalement, on devrait pouvoir retrouver quelques épices de base, girofle, coriandre. Là, on ne retrouve rien du tout. Le prix garanti de Coop, 2e, le moins cher, à 8,90 € le kilo. Une peau bien dorée, donc déjà un aspect visuel qui donne envie. Un goût aussi pas trop fumé, juste ce qu'il faut. Et là, il y avait deux choses, c'est la chair avait un côté très aéré et puis la peau était très croquante. Et enfin, le seul qui obtient un résultat jugé bon, avec 7,1 points, le cervelas Denner. La peau était bien dorée après la cuisson. Elle était un peu craquelée, donc on avait envie de croquer dedans. Ensuite, à la dégustation, un bel équilibre entre le fumé, les épices, juteux. Et puis un petit peu soufflé aussi. À la cuisson, ça avait un peu soufflé, donc ce qui fait que c'était, pour moi, c'était le meilleur. Bonsoir Bernard Lima, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes boucher à Prévert-Noréa, dans le canton de Fribourg. Vous avez fabriqué un des cervelas qu'on a vu dans cette dégustation. Un cervelas classé 7e sur 10, assez loin derrière plusieurs produits de fabrication industrielle. Comment est-ce que vous réagissez à ce classement ? Alors certes, je suis déçu par le résultat. Je ne vous cache pas que j'aurais mieux aimé finir dans le trio de tête. Mais j'accepte la critique, j'apprends et surtout, donc, suite à mes analyses, cela n'est pas très inquiétant car j'ai les réponses du pourquoi, du comment. Alors justement, on va parler du pourquoi, du comment. Au niveau du goût, apparemment, votre cervelas ne répond pas tout à fait aux attentes qu'ont les gens au moment de croquer dans un cervelas. Comment est-ce que vous l'expliquez ? C'est que nous, on adjoint vraiment un minimum de sel et il faut se dire que dans nos cervelas, il n'y a que 2 additifs. C'est le sel nitrité qu'on met en petite dose, que 10 grammes par kilo, et on ajoute le sel de cuisine pour arriver à 14 grammes par kilo. Et puis on adjoint donc un deuxième additif qui est indispensable à la fabrication d'une saucisse échaudée, qui est donc le phosphate, et ce aussi uniquement à 2 grammes par kilo. Le reste de la composition de nos cervelas, c'est donc des épices pures, telles le poivre, l'ail, la coriandre, le girofle et la muscade. Oui, pas d'extrait d'épices chez vous, vraiment des épices pures. Au niveau de la texture aussi, la consistance n'a pas toujours été appréciée par nos dégustateurs. Pourquoi est-ce que la consistance de vos saucisses est différente de celle qu'on va trouver dans la grande distribution ? Alors, vu qu'on met moins de phosphate, ça peut avoir une influence sur la consistance du produit, surtout quand on le grille et qu'on le cuit. Et puis, bien entendu aussi, c'est qu'on ne met pas de quenelle, et ça, c'est aussi un apport qui pourra apporter plus de croquant. Alors, cette dégustation, quelque part, elle suggère que nos goûts sont formatés par les préparations industrielles. Vous, comme artisan, comment est-ce que vous pouvez résister à ça ? Alors, c'est clair que le cervelas qu'on fait est différent de l'industrie. Eh bien, ce n'est pas toujours évident parce que les consommateurs ou les grossistes imposent une certaine standardisation du goût et puis les clients ou les consommateurs actuels ont un peu du mal à faire la différence entre un cervelas artisanal d'un cervelas industriel. Est-ce que vous envisagez de revoir la recette de votre cervelas ?
Alors actuellement, donc pas. Notre très chère clientèle apprécie notre cervelas tel qu'il est là, même qu'il était peut-être un peu plus fade, qu'il a un manque de croquant, mais il faut aussi le dire que sur la santé, c'est bien meilleur sans additifs ou avec le minimum d'additifs possible. Dans l'industrie, ils mettent beaucoup d'additifs. Merci beaucoup Bernard Lima. Très bonne soirée à vous du côté de Prévert-Noréa. Et en tout cas, une chose est sûre, même artisanal, le cervelas de 2021 ne ressemble pas beaucoup à son ancêtre de 1749. ABE a déterré la plus vieille recette du pays, un charcutier l'a suivi à la lettre. Petit voyage dans le temps. Prenez des tripes de bœuf usagées, farcies de ce qui suit et faites-en des saucisses. Prenez du lard et du porc, ou si vous aimez, de la viande de mouton ou autre. Hachez-les bien, prenez du sel, de la poudre de poivre, du vin blanc, de la poudre de clou. Moi j'adore ça. Je trouve revenir à ce qui s'est fait au départ, pour un charcutier c'est génial, quoi, parce que on revient aux sources. Il n'a pas fallu le pousser beaucoup. Quand nous lui avons proposé de refaire un cervelas à la mode de 1749, Jean-Paul Graff a relevé le défi avec enthousiasme. Ce qu'elle a de particulier, déjà, c'est intéressant qu'on a à peu près les mêmes épices, à part la marjolaine. Mais c'est du sel, c'est du poivre, c'est de la muscade et c'est du girofle. C'est pas inintéressant dans l'idée. Après, forcément, à cette époque, pas de blitz, faut hacher au couteau. À mon avis, ça devait être des grands couteaux, style couteau à persil, mais immenses. Et puis, il devait arriver à un grain de 3-4 mm. Plus fin, ça ne devait pas être possible. Et puis, dans le liquide, on a du vin blanc et du sang. Alors là aussi, pour refaire cette recette, j'ai imaginé que le vin blanc et le sang, ça doit être la quantité de l'eau et le glace. Et je suis assez étonné, on arrive à quand même faire quelque chose, quoi. Ce qui était difficile, c'est que dans la recette, j'ai des produits, mais on n'a pas les quantités. Donc, il faut en venir à ce qu'on connaît. C'est-à-dire que la tripe, à mon avis, remplace la couenne. Donc, au prorata, il en faudra 15%. La viande, c'est la viande de porc. On ne va pas mettre des viandes grasses, on va mettre quand même des viandes d'épaule ou comme ça, ou du lard. Ça coupe, sa texture est intéressante. Merci. Et au goût, qu'est-ce que ça donne? Au goût, j'aime bien, on est quand même dans des notes de boudin, en fait, du style boudin créole ou des choses comme ça, du fait de cet apport de sang, mais c'est vraiment bien. Et cette marjolaine qui reste en bouche, je trouve juste subtile, quoi. Et à propos de subtilité, nous avons demandé à un chef étoilé de pimper notre saucisse nationale. Damien Germanier, cuisinier à Sion, a relevé le défi. La recette de sa pissaladière oignon, capre et cervelas est à découvrir sur notre site internet ou notre page Facebook. Et pour ceux qui préfèrent une approche traditionnelle, on jette un petit coup d'œil sous le grill pour parler charbon. C'est le regard éco-critique de notre chroniqueuse, Leïla Rely. C'est quoi encore le problème avec le charbon? Depuis quelques années, le charbon est à la mode, et pas seulement chez les passionnés de barbecue. Grâce à sa capacité d'absorption et ses vertus purifiantes, il est de plus en plus présent dans les cosmétiques et l'alimentation. Vendu comme un produit miracle, il rendrait les dents plus blanches, l'eau plus pure, la pâte à pizza plus digeste et la tourista plus supportable. En gros, tout est bon dans le charbon. On peut dire ça, mais le charbon, c'est comme le schnapps. Faudrait le consommer avec modération pour éviter la gueule de bois. Selon une étude du WWF suisse, une grande proportion des produits à base de charbon contient du bois issu des forêts tropicales et subtropicales. En particulier le charbon destiné aux grillades, dont plus de la moitié des produits testés en Suisse proviendraient du pillage des ressources forestières. D'ailleurs, 43% des échantillons analysés étaient constitués entièrement ou partiellement d'essences tropicales. Mais ça veut dire que quand je fais un barbecue, c'est la forêt tropicale qui part en fumée? Probablement. En fait, tout dépend du charbon que tu achètes. Ce qu'il faut savoir, c'est que 99% du charbon consommé en Suisse est importé, et ce n'est pas toujours évident de savoir d'où il provient. Mais on en consomme vraiment beaucoup du charbon par chez nous?
Même si nos printemps pourris nous empêchent de sortir nos grilles aussi souvent qu'on le voudrait, on consomme quand même 3,5 kg de charbon en moyenne par an et par ménage. Et comme la production indigène est extrêmement faible, avec ses quelques centaines de tonnes par an qui ne couvrent que 1% de la demande, la Suisse importe chaque année environ 13 000 tonnes de charbon de bois. On ne peut donc pas faire feu de tout bois. Et des solutions, y en a? Comme d'hab, tu peux déjà réduire ta consommation de charbon et briquettes en bois. Un bon truc, c'est le partage de grilles sur les places de pique-nique. Tu peux aussi utiliser un grill électrique ou à gaz. L'impact n'est pas nul évidemment, mais les forêts tropicales resteront intactes. Et si tu utilises quand même du charbon, choisis un charbon certifié FSC. Et si tu veux faire encore un petit geste pour la planète, pense à troquer ta côtelette contre une courgette. Il y a quelques mois, nous vous lancions un appel à nous envoyer des exemples de toutes ces petites choses exaspérantes qu'on trouve dans ce monde merveilleux de la consommation, que ce soit au niveau des prix, des emballages, des promotions, de tout le reste. Vous avez été nombreux à nous écrire et on retrouve donc ce soir notre séquence « C'est ballot ». Oh, c'est ballot. Ah, c'est ballot. Ah, c'est ballot. Bonsoir Malik Mellier. Bonsoir Linda. Alors ce soir, 4 absurdités et on commence avec cette bouteille de thé froid. Voilà, un thé froid Naturaplan de chez Coop. Alors, ça s'appelle le Hüttentee, donc en français, c'est le thé du chalet. Alors, sur l'étiquette, c'est la totale. Vous avez le vieux chalet en pierre, les montagnes, les sapins, le mât avec le petit drapeau, bref, du traditionnel et surtout du local. Mais l'envers de la bouteille révèle une réalité bien différente. Voilà, c'est là que ça se gâte. Quand on retourne, on voit qu'il y a du sucre de canne du Paraguay, du jus de citron d'Italie, du cynorhodon de Bulgarie, fleurs d'hibiscus d'Égypte, tilleul de Bulgarie, Pologne et Hongrie, les baies d'aronia sont polonaises, la menthe poivrée égyptienne et les morceaux de pommes sont allemands et bosniaques. Bon, on vous dit quand même que tout ça est issu de la production biologique, ce qui nous rassure, n'empêche. On dirait plus une agence de voyage qu'un thé froid. Oui, c'est sûr. Bon, par contre, c'est autorisé, puisqu'il n'y a pas l'emblème du drapeau suisse dessus, mais il ne faut juste pas se fier à ce type de visuel. Ensuite, un grille-pain qui, lui aussi, vient d'assez loin. Oui, c'est le grille-pain acheté par la famille Cotin. Alors, pour savoir exactement où est le problème, le plus simple, c'est encore que je vous emmène rencontrer monsieur et madame Cotin. Ça tombe bien, on arrive à l'heure du petit déjeuner. Bonjour, monsieur Cotin. Monsieur Méli, bonjour. Bonjour. Voilà. Donc, on va enfin avoir le fin mot de cette histoire de grille-pain. Voilà. On est allé chercher un grille-pain, le nôtre étant tombé en panne, et on a voulu un grille-pain suisse. Fabrication suisse. Pourquoi? Bien parce qu'au vu de cette pandémie et tout ça, il fallait soutenir les entreprises. Et on porte une attention particulière à nos achats, que ce soit nos achats de viande, nos achats ménagers. On essaye toujours d'acheter des produits suisses. Donc on est allé voir sur Internet, et sur Internet, on a trouvé le produit idéal. Qualité suisse. La qualité suisse, le prix suisse. Le prix suisse. Donc, c'était Solis. C'était Solis. Combien vous l'avez payé, ce grille-pain? 74 francs. 74 francs, ouais, c'est pas mal quand même. 74 francs. Tout simplement, hier, dans un magasin ici à côté, une grande surface, il y a des appareils comme ça pour 19,90. Donc vous vous êtes dit, c'est de la qualité suisse, c'est bon quoi. Cette fois, on a un produit suisse. Mais quand il est arrivé, en le retournant, tout simplement, il y a une petite étiquette. L'étiquette dessous, c'est marqué PRC. Made in PRC. J'ai dit, je ne sais pas ce que c'est. Je mets sur mon appel PRC, Populaire République of China. Alors là, j'ai senti qu'on a été berné parce qu'on fait un effort particulier en disant, bon, on va payer 4 fois le prix, mais ça va donner du boulot chez nous en Suisse. Les entreprises se plaignent, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de commandes, etc. On fait un effort particulier. Merci. Et en définitive, on voit qu'on nourrit au nez. Et il n'y a pas que ce grille-pain qui vient de Chine chez Solis.
Ben non, Linda, l'appareil pour cuire les œufs, marque Solis, c'est fait en Chine. Le cuiseur de riz, c'est aussi fait en Chine. Le moulin à café Solis, c'est fait en Chine, etc., etc. Bon, mais des produits ménagers, enfin des appareils ménagers pour la cuisine qui viennent de Chine, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau, mais ce qui est un tout petit peu troublant pour le consommateur, c'est que Solis base une bonne partie de sa communication sur ses origines suisses et sur la qualité suisse. Alors, on a contacté Solis qui nous dit qu'une partie, effectivement, de ces appareils sont toujours fabriqués en Suisse, dans une usine à Mendrisio, et que c'est précisé sur l'étiquette. Le reste, c'est fait à l'étranger. Mais Solis souligne que la recherche, le développement, la conception sont suisses, les normes de qualité sont les mêmes que pour les produits suisses. Bref, conclut Solis, tous les produits de la marque, d'où qu'ils viennent, sont bien de qualité suisse, même quand ils sont faits en Chine. Ouais, alors une entreprise suisse qui vante le Made in China, ça par contre, c'est assez nouveau quand même. On passe maintenant à un poisson avec un problème d'étiquetage. Oui, c'est un téléspectateur très attentif qui nous l'a signalé. Regardez, ça c'est le catalogue des produits Alligro. Il y a du turbo sauvage. Alors c'est très bon le turbo, mais c'est marrant, il y a une petite étiquette bleue sur le poisson et sur l'étiquette c'est écrit Prodemar. Et quand on va voir ce que fait Prodemar, c'est tout simplement un des géants du poisson, mais d'élevage. Oui, alors là, je m'y perds un tout petit peu. Du coup, ce poisson, est-ce qu'il est sauvage ou est-ce qu'il est d'élevage? On a posé la question à Alligro. En fait, il y a une erreur d'illustration. C'est la mauvaise photo d'un turbo d'élevage qui a servi à illustrer un turbo sauvage. Je ne sais pas si vous suivez, mais en tout cas, Alligro a modifié la photo et a mis la bonne. Et en numéro 4, vous nous avez promis pour terminer des petits biscuits. Voilà. Qui ont aussi un peu le goût de l'enfance. Voilà, des petits biscuits, regardez-moi ça, des petits biscuits avec des amandes effilées incrustées à l'intérieur. Alors, toute la question, c'est de savoir combien il y a de morceaux d'amandes dans chaque biscuit. Quand vous regardez les photos sur le paquet, il y a systématiquement 6 ou 7 morceaux d'amandes par biscuit. Est-ce que ça correspond à la réalité? Eh bien, nous avons enquêté pour le savoir. Nous avons acheté 4 paquets de biscuits dans plusieurs magasins et on a séparé en 2 tas les biscuits, ceux qui contenaient entre 0 et 3 éclats d'amandes et ceux qui en contenaient plus que 3. Résultat, plus des 2 tiers des biscuits avaient entre 0 et 3 morceaux d'amandes. On est assez loin des 7 morceaux promis sur la photo. Oui, alors on le voit effectivement sur le clip, c'est assez éloquent. Vous avez poussé l'enquête jusqu'au bout. Et alors, que répond Cambly? Cambly nous explique que la répartition des amandes n'est pas homogène, mais que la quantité moyenne d'amandes au total est conforme à la recette. Et il nous dit aussi que des paquets avec des biscuits qui ont peu d'amandes sont compensés par d'autres paquets où il y en a beaucoup plus. Peut-être, mais nous, en tout cas, les 4 paquets qu'on a achetés au hasard contenaient tous une très nette majorité de biscuits très pauvres en amandes. Et ça, c'est vraiment ballot. C'est le terme, Malik. Merci beaucoup et à très bientôt. Quant à vous, continuez à nous envoyer des exemples par mail, par Facebook, par Pigeon Voyageur. Et en attendant, vous pouvez voter pour l'absurdité du jour. Ça, c'est sur notre page Facebook dès maintenant. Et à la fin de l'année, on remettra le ballot d'or. Et un appel à témoins maintenant. Pour une prochaine émission sur le logement, ABE recherche des témoignages. Vous avez toutes les peines du monde à trouver un appartement à Genève ou Lausanne? Ou alors, vous avez décidé de quitter la ville pour vous installer à la campagne ou en périphérie? Votre histoire nous intéresse. Écrivez-nous abe@rts.ch. Se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique, le geste fait partie de notre quotidien. Mais les produits que l'on utilise sont-ils efficaces? Pour en parler, le plaisir de retrouver notre grand maître des tests. Bonsoir Stéphane Fontanet. Bonsoir, Linda. Alors, vous avez ratissé le marché. Première constatation, il existe 2 catégories de produits bien distinctes. Oui, tout à fait. Alors, on trouve les gels hydroalcooliques qui sont désinfectants, qui sont des produits autorisés par l'Office fédéral de la santé publique, Et puis de l'autre côté, on trouve des gels nettoyants pour les mains qui ne prétendent pas être des désinfectants. Le problème, c'est qu'on trouve 2 types de produits sur nos rayons et qu'on pourrait les confondre. Alors, on va commencer par la première catégorie, les gels désinfectants, donc soumis à autorisation de l'OFSP. Et là, les résultats sont vraiment très rassurants. Alors, les résultats sont tout à fait rassurants. Ils contiennent tous plus de 60% d'alcool. On a jugé qu'ils étaient efficaces s'il y en avait plus de 60%. C'est pour une utilisation quotidienne,
donc pas au niveau médical. Et puis on les a classés du moins cher au plus cher en ramenant le prix à 100 millilitres. Oui, donc finalement, vu qu'ils sont tous efficaces, on va plutôt comparer des prix. Oui. Le premier de notre panel coûte 4,95 francs et vient de chez Denner. Il est suivi de peu par celui de Lidl à 4,99 au 100 millilitres. Ensuite, on trouve entre 5 et 6 francs celui de Nature et Découverte, le King de Jumbo et le Conviva acheté à la Coop. On saute ensuite à 7,90 francs pour Pura X chez Interdiscount, puis 8 francs pour le M-Plast de la Migros et 10 pour le Hockey chez Kiosque. Et il nous reste les deux plus chers de ces catégories. Les deux plus chers, c'est Dettol, Camomille et Lotus, 11,90 francs au 100 millilitres et Pur Essentiel, peau sensible, 13,70 chez Manor. Deuxième catégorie maintenant, donc ces gels qui ne passent pas par le processus d'autorisation de l'OFSP. C'est souvent des produits assez colorés, un peu fun. Là, qu'est-ce que ça donne ? Alors là, ils ont presque tous réussi, les 5 que l'on avait pris. Alors c'est OK pour Happy Lemon, acheté chez Maxi Bazar, pour le gel Mangue, trouvé chez Body Shop. C'est aussi OK pour Positive Vibes à 16,70 francs et puis aussi pour le Flower Power à 19,70 francs, toujours au 100 millilitres. Le dernier est en dessous de la barre des 60% d'alcool. C'est un produit qu'on a acheté à la Migros. Bon, en termes de prix, ça fait quand même entre 160 et 200 francs le litre pour des produits qui ne sont pas tous fiables. Tout à fait, d'autant plus que ces produits contiennent pas mal de substances supplémentaires, des parfums, des colorants, et puis des choses potentiellement allergènes comme du citral, linalol, limonène ou alcool benzylique selon les produits. Donc il vaut mieux les éviter. Mais de toute façon, Stéphane, dès que le Covid sera derrière, ces gels, on va leur mettre le feu et puis danser autour. Vous pouvez, si vous avez de l'eau et du savon à disposition, mais ces produits restent utiles quand même. Si vous sortez d'un métro, vous n'avez pas d'eau, vous devez vous laver les mains, sachant que 80% des maladies infectieuses passent par les mains. Merci beaucoup Stéphane et à très bientôt pour de nouveaux résultats de tests. Mais je vous en prie.